Bienvenue chers téléspectateurs de la télévision rwandaise et surtout bienvenue chers téléspectateurs de l'émission Majuscule Propos. Nous allons parler aujourd'hui de la situation en République démocratique du Congo et c'est une situation de près ou de loin, concerne également beaucoup la sécurité au niveau de la région et le Rwanda et aussi observe de très près ce qui se passe en République démocratique du Congo, notamment avec la MONUSCO aujourd'hui qui est en délicatesse avec le gouvernement de la RDC, mais surtout en froid avec la population, notamment la population de la partie est du Congo au Kinshasa, notamment dans la ville de Goma où on a assisté à des scènes presque invraisemblables avec des scènes de pillage qui rappellent les années tristes que ce pays a eu à traverser dans le passé. Mais aujourd'hui, on va revenir un peu sur la mission de la MONUSCO, mais surtout faire un bilan du travail effectué par cette mission aujourd'hui, la plus grosse mission qui soit sur cette terre des hommes pour ce qui est des casques bleus. On va voir qu'est-ce qu'elle a eu à produire comme résultat au cours de 2 dernières décennies en termes notamment de sécurité, quel a été son apport, de quoi la MONUSCO est accusée ou reprochée aujourd'hui, que ce soit par le gouvernement congolais, par des politiques congolais ou encore par la population. Qu'est-ce qu'elle n'a pas donné, qu'elle aurait dû donner au cours de ces dernières décennies? Aujourd'hui, à qui attribuer la faute, cet échec de la MONUSCO? Est-ce que c'est un échec que la MONUSCO doit partager avec quelqu'un d'autre? Voilà pourquoi, pour comprendre les tenants et les aboutissants de cette MONUSCO qui a d'abord été la MONUC, nous sommes avec des spécialistes de la région, mais des spécialistes et des gens qui connaissent bien les rouages, notamment les rouages des missions des Nations Unies. Ici, dans ces studios, nous sommes avec l'ancien ambassadeur du Rwanda aux Nations Unies, ancien ambassadeur et surtout représentant du Rwanda aux Nations Unies. Mais ici, on l'accueille surtout comme ancien représentant adjoint de la mission des Nations Unies en Guinée-Bissau, c'est-à-dire il a été et surtout comprend les mandats des missions des Nations Unies sur terrain. L'ambassadeur Joseph Motawa. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Bonsoir Eddy. Voilà. Nous sommes également avec un connaisseur avisé de la région des Grands Lacs. Il est journaliste, mais avant d'être journaliste, il est d'abord juriste de formation. Il s'agit de Maître Tite Gatabazi Rutikanga. Bienvenue une fois de plus. Merci beaucoup de m'avoir invité. Toujours un plaisir d'être avec vous. Ah, mais ça fait toujours plaisir de discuter des problèmes de la région. Merci. Voilà. Avant peut-être de nous plonger dans les vifs du sujet, j'aimerais bien vous inviter à suivre cet élément sur ce qu'a été la situation sur terrain à l'est de la République démocratique du Congo, des scènes invraisemblables, comme je l'ai dit dans mon introduction, des choses qu'on ne pouvait pas vraiment imaginer en cette période. Novembre 1999, les premières troupes de l'ONU sont déployées dans le Nord Kivu pour maintenir la paix et faire respecter l'accord qui a mis fin à la Deuxième Guerre du Congo. Un an plus tard, la MONUC voit son mandat élargi. Elle est désormais en charge de la protection des civils, du personnel humanitaire et des défenseurs des droits de l'homme. Le pays est instable, il est notamment confronté à l'arrivée massive de milices venues du Rwanda voisin. Associée à des groupes armés congolais opposés au gouvernement central, elle pille les richesses nationales. Les casques bleus deviennent vite leur cible privilégiée. En 2013, face à la recrudescence des attaques, le Conseil de sécurité des Nations Unies crée une brigade d'intervention spéciale. La MONUSCO, comme on l'appelle désormais, devient alors la plus importante opération de maintien de la paix de l'ONU dans le monde et surtout la plus chère. En 2016-2017, son budget annuel atteint presque 1,2 milliard d'euros. Elle mobilise près de 17 000 militaires, appuyés par des observateurs et officiers d'état-major, des policiers, mais aussi des membres d'unités spéciales. Fin 2021, le mandat de la MONUSCO est reconduit pour 12 mois supplémentaires jusqu'en décembre 2022.
mais avec des effectifs réduits, à savoir 3500 militaires en moins. Sa mission principale, consolider sa présence en Ituri, au nord Kivu et au sud Kivu, ces 3 provinces congolaises où persistent des conflits armés ouverts. Voilà, le décor est planté pour ce qui est de la mission de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Monsieur l'ambassadeur, peut-être pour commencer avec vous, c'est une mission des Nations Unies avec quand même des réalités et de moyens qu'on estime des moyens qu'aucune autre mission des Nations Unies a bénéficié. Aujourd'hui, pour notre audience aujourd'hui, comment comprendre cette mission et le mandat assigné par les Nations Unies à cette MONUSCO? Est-ce que doit-on parler d'un échec avant tout d'une mission aussi importante? Merci Eddy. La MONUSCO, c'est une des grandes missions des Nations Unies, et c'est la plus grande d'ailleurs. Ici, j'aimerais bien corriger ce que vous avez dit tout à l'heure. J'étais le représentant spécial du secrétaire général en Guinée-Bissau et chef de mission. Et j'étais adjoint au Darfour. Pour l'Union africaine et pour les Nations Unies. Voilà, vous avez porté plusieurs casquettes qu'à la fois où par moment on se gare un tout petit peu. Merci bien. Ce n'est que normal. Normal. Mais ce que je voulais dire, c'est que la MONUSCO, c'est la plus grande mission des Nations Unies dans ces temps-ci. Je veux dire actuellement. Comparativement aux années passées et aux missions qu'on a connues dans le monde, je dois dire, pour le moment. Mais si vous regardez l'importance que cette mission a eue, ou l'importance qu'on a donnée à cette mission, il faudrait plutôt la regarder dans l'histoire passée de ce pays. Je parle du Congo. La première mission des Nations Unies était installée, curieusement, en juillet 1960. Tenez bien. Au lendemain de l'indépendance. Voilà. Acquise le 30 juin. Oui. Donc, vous comprenez que quand nous parlons de la MONUSCO aujourd'hui, il y a tout un bon long chemin de l'histoire des Nations Unies au Congo. Ce que la première mission était appelée à faire au Congo en 1960, c'est exactement ce que la même mission est demandée de faire aujourd'hui. Presque. Ça veut dire que depuis 1960... Les problèmes, déjà vous voulez dire, monsieur l'ambassadeur, avec peut-être pour plus de précision, vous voulez dire que les problèmes que le Congo d'aujourd'hui a étaient déjà là, juste au mois de juillet, juste quelques semaines après l'indépendance. Le Congo a changé de dirigeant, mais il n'a pas changé de problème ou de situation telle qu'elle était. Malheureusement. Ce n'est que ce que j'appelle une triste vérité, mais c'est une constatation amère. Mais c'est ça le cas. Donc rien n'a changé depuis, vous parlez de 1960, moi je peux même aller plus loin. De 1885, quand les colons se sont partagés l'Afrique. À Berlin. À Berlin. Depuis lors jusqu'à aujourd'hui, le Congo ou les autorités congolaises n'ont pas été à mesure de pouvoir être libres ou avoir les mains libres pour faire quoi que ce soit dans le sens d'une bonne gouvernance, dans le sens d'une gestion particulièrement dirigée vers les problèmes que le Congo connaissait ou connaît aujourd'hui. Donc, si la triste observation des faits reste ce qu'elle est, ce que l'on dit aujourd'hui d'une mission assez importante de la MONUSCO comparativement à la première mission de juillet 1960, on a augmenté le nombre d'effectifs, on a augmenté le nombre de moyens, mais les problèmes restent les mêmes.
les problèmes restent les mêmes. Tite, vous, lorsque vous mesurez un peu la situation, dans l'élément qu'on vient de suivre, on voit une mission avec quand même un budget de plus d'1 milliard de dollars. C'est quand même... Par an. Par an, c'est quand même... C'est quelque chose de... C'est gros comme moyen. Les effectifs sur terrain, 17 000 hommes en uniforme, c'est quand même gros. Est-ce que ce soit les moyens, la présence, est-ce que ces moyens sont à la hauteur de la tâche de cette mission? En principe, oui. En principe, la mission, elle est déployée en fonction d'une étude d'évaluation qui a précédé la mission. Mais il faut préciser que la MONUSCO est au Congo sous le chapitre 6 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit de l'usage de la force. Ça, c'est un point très important. Sauf en cas de légitime défense, ce qu'on a vu hier quand on assistait au pillage. La mission, elle est importante, elle est colossale, c'est la taille du pays. Le pays est vaste, il fait 2 450 000 km². Il y a l'insécurité partout. Aujourd'hui, il faut compter quand même... Lorsque quand même vous parlez du territoire, de l'immensité du territoire congolais, quand même quand on fait la topographie de la situation sécuritaire en RDC, c'est que ce ne sont pas, ou l'insécurité qu'on remarque, ou les problèmes de sécurité ne sont pas les mêmes sur toute l'étendue nationale. Je n'ai pas dit ça. Justement, quand on dit, vous parlez de l'espace, oui, de la grandeur et de la taille du pays, mais tout de même, nous tous, on sait où est quand même le cœur de l'insécurité. Méfiez-vous, ils avaient des unités à Mbandaka, ils avaient des unités à Ituri, au Kivu, vous les retrouvez à Beni, à Rutshuru, il y a une base très importante à Goma. Ils étaient à Uvira, à Kalemi et au Kananga. Il fallait déployer... Et au Chaba aussi. Au Katanga aussi, oui, voilà, Kalemi qui se trouve aussi. Voilà. Donc le nombre ne doit pas nous impressionner. C'est en fonction de la taille du pays. Il faut malheureusement constater qu'il y avait une démission à la fois des institutions, à commencer par l'armée et la police. Il faut constater malheureusement que l'armée congolaise et la police font partie des problèmes. Ils raquettent la population. Le dernier rapport des Nations Unies qui est sorti le 12 juin accable l'armée, qui pille, qui viole, qui trafique. Donc, la MONUSCO ne peut pas se substituer à l'armée régulière. Elle est là pour... J'aimerais bien peut-être qu'on puisse aussi, tout à l'heure on va y arriver, parler du travail de la MONUSCO des Nations Unies dans un pays, son mandat, et surtout de la coordination des actions et du partenariat avec le pays qui accueille cette mission. Ce que moi je veux savoir ici, avec beaucoup plus de précision, c'est qu'on a eu, vous avez cité un peu quelques provinces, où on a déplacé. Ils ont estimé que ces effectifs devraient être concentrés dans la partie Est, où il y avait plus de problèmes. Ce que moi, je veux savoir, la partie où on a focalisé, où on a investi beaucoup, où on a amené le gros des troupes, est-ce que ce gros des troupes ou les éléments qui sont sur place, les moyens qui sont les leurs aujourd'hui, sont-ils à la hauteur de la tâche et des résultats sur terrain? Il faut se méfier de ce que raconte la presse congolaise et ce qu'ils appellent la société civile. Quand une mission des Nations Unies est déployée dans un pays, c'est en collaboration avec l'armée régulière et la police. C'est en collaboration avec le gouvernement.
dans plusieurs rapports, le gouvernement congolais a mis des bateaux dans les roues du fonctionnement de la mission des Nations Unies. Des rapports fournis par qui? Des rapports par qui? à la fois des ONG très sérieuses, des groupes d'experts des Nations Unies. Chaque fois qu'ils font des missions d'évaluation pour voir, et l'année où la MONUSCO, où est-ce qu'elle a réussi, où est-ce qu'elle a échoué, elle n'est pas toujours en bonne intelligence avec le gouvernement. Et ça, c'est lié à des conflits d'intérêts sur place. Quand le gouvernement déploie une partie de son armée, on a constaté que le gouvernement n'informait pas la mission des Nations Unies. Quand la mission devrait déployer des hommes pour aller protéger les civils, parfois le gouvernement dit « n'y allez pas, nous avons déjà des hommes sur place ». Et pourtant, ils font partie du problème. Et tout ça, c'est des éléments qui font que la population est exaspérée. Il y a des morts. Les civils subissent les affres de l'armée régulière et ils mettent cette faute sur la mission des Nations Unies qui venait pour les protéger. Ça, ce n'est pas quelque chose qu'on peut laisser passer comme ça pour dire la mission des Nations Unies n'a rien fait. Elle arrive sur un terrain très difficile. Elle arrive sur un terrain où il y a des gros conflits d'intérêts à la fois des autorités locales, à la fois des officiers supérieurs, des députés et des ministres. Et elle doit composer avec ça, avec une mission qui, tout le monde le sait, ils ne peuvent pas ouvrir le feu sur des délinquants. Et on a vu une image triste hier, un badaud qui vient quasiment toucher dans l'œil d'un policier. Et pourtant, ce policier, il est armé. Mais il n'a pas réagi. Et ça fait que on peut, si on veut prendre un raccourci, dire que la mission a échoué, parce qu'il y a eu beaucoup de morts, c'est vrai, parce que la sécurité et la stabilité n'est pas revenue dans la partie est de la République démocratique du Congo. Justement, j'aimerais peut-être, vous faites un peu la topographie des problèmes auxquels est confrontée cette MONUSCO, mais tout de même, toute mission des Nations Unies intervient dans un cadre bien précis, avec une résolution ou des résolutions bien précises, notamment pour ce qui est de la MONUSCO, nous parlons de la résolution 1925, et déjà cette MONUSCO, au départ qui n'était pas MONUSCO, qui était MONUC. J'aimerais, monsieur l'ambassadeur, ici je précise encore une fois que vous êtes ancien représentant spécial adjoint de la mission conjointe Union africaine-Nations Unies au Darfour. D'abord, pour que notre audience comprenne aujourd'hui, comment, dans quel cadre la mission des Nations Unies collabore avec les représentants locaux ou le gouvernement qui accueille ou le pays qui accueille cette mission. Il y a quand même un cadre juridique, il y a un cadre qui régule ou qui rappelle chacun son rôle. Oui, absolument, ça c'est la situation. C'est-à-dire que c'est la base même de la coopération entre deux pays, entre le pays et une mission des Nations Unies. Il y a ce qu'on appelle un accord cadre entre l'État qui reçoit la mission et la mission des Nations Unies, donc qui arrive pour dire, écoutez, voilà comment on va opérer, comment on va travailler ensemble. Mais en plus de ça, il y a une résolution du Conseil de sécurité qui crée cette mission. Et dans cette résolution, le Conseil de sécurité élabore en détail, il dit voilà ce qui doit se faire. Donc nous considérons la situation telle qu'elle est, on montre les défaillances qu'il y a eu et voilà le problème qu'on va résoudre est celui-ci. Alors quand on parle de résolution des problèmes, ça veut dire que le problème est connu du pays qui reçoit la mission.
la mission ne peut rien faire si le pays ne collabore pas. Si le pays ne donne pas ou ne définit pas exactement le problème tel qu'il se présente sur le terrain. Tite parle de certaines autorités, de certains responsables politiques en RDC qui mettent, pour reprendre ces mots, les bâtons dans les roues de la MONUSCO. Alors, si déjà il y a un cadre bien précis, où chacun doit jouer son rôle, comment est-ce qu'on arrive à traverser de l'autre côté ou à refuser à une mission des Nations Unies à effectuer son travail quand on est un responsable politique, quand même, avec des textes qui précisent bien les rôles des uns et des autres? Ça, c'est ce que j'appelle des faiblesses du système. Ce sont les faiblesses du système hôte. Si vous avez une faiblesse de gouvernance, si vous avez une faiblesse de gestion de la situation sécuritaire du pays, automatiquement, vous allez bloquer ou être un handicap pour les autres qui veulent résoudre ce problème. Parce que si vous ne parlez pas le même langage sur la façon de résoudre le problème, rien ne va réussir comme on le voudrait. Et c'est pour ça qu'on parle d'échec aujourd'hui, malgré le nombre d'années que la mission vient de passer. L'échec vient du fait que les politiques, comme tu les as appelés tout à l'heure, les politiques n'ont pas compris le rôle qu'ils devaient jouer pour faciliter cette transformation de la situation sécuritaire sur le terrain. Et une fois que le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Sécurité, le ministère de la Défense, le ministère de l'Administration du Territoire, une fois que ces ministères-là ont compris exactement ce qu'il faut faire, voilà notre problème et voilà la façon de résoudre ce problème, vous êtes venus pour nous aider dans ce cadre-là. Alors les deux, s'ils se mettent d'accord, s'ils comprennent le problème de la même façon, ça devient facile. Il faut qu'il y ait un dialogue continu afin que les gens puissent comprendre comment avancer. Je me rappelle par exemple, vous avez mentionné le Darfour tout à l'heure. Quand je suis arrivé au Darfour, j'ai posé une question simple. J'ai dit, est-ce que vous avez parlé à tous ces groupes? À qui avez-vous posé la question? À mes collègues des Nations Unies. Est-ce que vous avez pris du temps pour leur parler, pour causer, pour dialoguer avec eux et disséquer ensemble la situation et ce que pensait l'un ou l'autre groupe armé, l'un ou l'autre groupe politique? Ils ont dit oui et non. Merci. Alors, quand vous dites oui et non, ça veut dire que c'est non. Ça veut dire que vous n'avez pas fait ça. Alors, moi, carrément, je dis, écoutez, ça c'est un point faible de la gestion de la situation. Oui et non. Est-ce que ce n'est pas aussi ce qu'on reproche aux missions des Nations Unies lorsqu'elles arrivent dans des pays, qu'elles ont tendance à se comporter comme des seigneurs qui arrivent dans un terrain conquis ou dans une terre conquise, où tous les droits sont pour la mission et tous les devoirs sont pour le gouvernement? Ça, c'est une assumption. Je ne sais pas comment vous appelez ça. C'est un procès d'intention. C'est un procès d'intention. Ça, c'est un juriste qui parle. Oui, c'est un procès d'intention. Oui. Parce que les gens ne sont pas venus tous pour s'enrichir. Ça fait partie de l'état civil dans lequel vous êtes. Vous êtes un citoyen international. Donc, comme vous appelez des noms, ça c'est tout à fait normal. Mais le principal, ce n'est pas ça. Le principal, c'est de dire qu'est-ce que nous avons sur table, qu'est-ce que nous devons faire. Qu'est-ce que nous proposons? Et qu'est-ce que nous proposons. C'est à ce moment-là que vous pouvez commencer à dire oui. On retrousse les manches, on va travailler. Mais si vous ignorez l'autre groupe, ou les groupes importants, vous flottez dans l'air, non. Vous n'avez pas résolu quoi que ce soit, vous n'allez pas résoudre quoi que ce soit. Donc, il faut que cette interaction ait lieu. Est-ce qu'avant, on a vu par exemple, il y a un cadre où on discute régulièrement, peut-être des problèmes
qu'on retrouve de part et d'autre? Comment est-ce que ces problèmes sont résolus? Ces malentendus, ces procès d'intention que Maître Gatabazi disait tout à l'heure, comment est-ce qu'on gère tout ça de manière... J'ai formé des casques bleus en droit international humanitaire qui partaient en mission. On les regroupait tous au Sénégal, à Thiès, et pendant 3 semaines, il y avait des modules des Nations Unies. Dans ce qu'il leur est demandé, c'est ce que l'ambassadeur dit, ils arrivent dans un pays, ils doivent discuter avec les autorités, ils doivent discuter avec leurs collègues des Nations Unies pour qu'ils leur donnent la situation. Ils doivent discuter avec la société civile, ils doivent discuter avec les partis politiques, ils essaient de s'imprégner de la situation. Et ils ont des équipes d'état civil, des observateurs des droits de l'homme, ils ont la police, ils ont des militaires. Et ils arrivent, ils s'intègrent dans cet environnement pour résoudre le problème. Mais bien entendu, si problème il y a, c'est que ceux qui sont déjà sur place ne l'ont pas résolu, ou ils l'ont aggravé. Et donc, l'intervention du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est quand ils disent la paix mondiale est menacée dans cette partie du monde. Et nous devons envoyer une mission. Quand cette mission arrive et qu'elle trouve qu'il y a des goulots d'étranglement, elle fait au mieux de ce qu'elle peut dans le mandat qui est le mandat de la mission. Et je disais tout à l'heure, ils arrivent sous le chapitre 6 de la Charte des Nations Unies. Mais pour la MONUSCO, dans le reportage, vous avez vu, en 2013, on leur adjoint une brigade d'intervention rapide qui est autorisée à tirer sur les groupes armés. Cette brigade l'a fait uniquement contre le M23. Pas contre le FDLR, pas contre ADF, pas contre Codeco en Ituri, pas contre les Maïmaï qui sévissent partout. Pourquoi le M23 déjà Parce qu'en 2012-2013... La chute de Goma, il y a une fixation du pouvoir de Kinshasa sur le M23 pour des raisons sociologiques, pour des raisons politiques, pour ils ne voient que le M23. Et donc, la mission des Nations Unies qui est renforcée défait le M23 et le problème reste. C'est pour ça que jusqu'aujourd'hui, le M23 refait surface. On n'a pas résolu le problème. On a chassé une rébellion. Est-ce que déjà, ce n'est pas aussi cette sorte d'amalgame aussi? Est-ce que la MONUSCO déjà, son problème c'est... Elle est là pour fixer le problème du M23, la MONUSCO, où les Nations Unies sont au Congo pour régler la question M23. C'est pour la stabilisation de l'Est, la sécurisation et la stabilisation de l'Est du pays. Quand ils arrivent, je crois qu'il y a une quarantaine de groupes armés. Aujourd'hui, nous en sommes à 125, donc merci pour le décompte. Mais ça n'est pas... je ne crois pas qu'objectivement, on puisse mettre la faute sur la mission des Nations Unies. Elle arrive dans une situation étriquée. On a assisté à des séances. Qu'est-ce qu'elle fait aussi pour se tirer de ces situations-là, de cette réalité? Parce qu'elle doit en sortir tête haute tout de même. Hier l'adjoint à Mme Bintou Keïta a tenu un point presse à Kinshasa où il dit diplomatiquement, nous faisons au mieux de nos moyens. Nous faisons au mieux. Mais est-ce que vous faites pareil? Le gouvernement qui développe une rhétorique d'incitation à la haine. Le gouvernement qui bloque quasiment le travail de la mission des Nations Unies. Parce qu'on assiste... Lorsque vous dites bloquer, oui, il y a de l'intention quand même. Ah mais c'est fait pour... Pour quel intérêt le gouvernement bloquerait-il
le travail des Nations Unies? Parce qu'il y a des séances au Parlement congolais où des députés se lèvent, c'est filmé, c'est diffusé, et ils disent, parmi nous, il y en a qui ont des intérêts dans les groupes armés. Parmi nous, députés ici, il y en a qui entretiennent des milices à l'est du Congo. Parmi nous ici, il y en a qui ont des carrés miniers. Et ils ont une milice qui protège ça. Donc vous comprenez que c'est plutôt c'est une situation de mauvaise foi. Merci. Donc une mauvaise foi, si elle s'installe dans la gestion des relations de travail, automatiquement rien ne peut aller. Oui. Parce que la mission, la MONUSCO a quelle mission principale? Si je peux résumer carrément en 2 ou 3 mots. Oui. La mission principale de la MONUSCO, c'est protéger les civils. Exact. Alors, qui sont les civils? Et ce sont les civils, ce sont les citoyens qui sont sur le territoire congolais. Ce sont des citoyens congolais et ce sont des habitants du Congo, où qui seraient. Ça, c'est 1. 2, ils vous disent, écoutez, si vous protégez les civils, parce qu'eux, ils se retrouvent en face d'une multitude de groupes armés, comme vous avez parlé, dont vous avez parlé, une centaine. Vous les protégez en quel but? De pouvoir essayer de leur donner, de leur assurer une paix durable. Donc cette pacification du pays, on en a besoin, parce qu'il n'y a pas de paix. S'il n'y a pas de paix, qu'est-ce que le maintien de la paix va faire alors? Vous n'avez rien à maintenir comme mission à ce moment-là. Ouais. Donc il faut que cette paix existe. Et pour que la paix existe, et pour que cette sécurité soit durable, il faut qu'il y ait une gestion politique, une gestion locale adéquate. Donc ça veut dire que la mission seule ne peut rien imposer, mais elle peut plutôt travailler de commun accord avec le gouvernement, avec les autorités locales, les autorités politiques, s'ils n'ont pas de volonté politique de pouvoir résoudre ce problème, tel que mandaté par le Conseil de sécurité, on va à la case départ. Parce que peut-être pour vous paraphraser, ici, selon les textes officiels, on parle d'une mission avec, bien sûr, notamment dans son mandat, assurer la protection des civils, vous l'avez dit, du personnel humanitaire et du personnel chargé de défendre les droits de l'homme, se trouvant sous la menace imminente des violences physiques, et pour appuyer le gouvernement de la RDC dans ses efforts de stabilisation et de consolidation de la paix. Cette dernière partie... elle est très intéressante. Cette dernière partie. Parce que ce qu'on ne dit pas assez, c'est cette partie-là. La dernière partie. L'appui vient dans la formation qu'on dispense aux policiers, qu'on dispense aux défenseurs des droits de l'homme, qu'on dispense aux militaires, pour qu'ils puissent reprendre le relais. La mission, elle est déterminée dans un temps. Elle devra partir. Mais pour qu'elle puisse partir, il faut qu'elle stabilise. L'armée reçoit à la fois la formation, elle reçoit du matériel, elle reçoit des uniformes, elle reçoit des cours sur le respect des droits de l'homme, la police reçoit des cours sur le maintien de l'ordre. Ça c'est dans la mission des Nations Unies. Ça, c'est sur le papier. Ça se fait. Ça se fait dans la pratique. Non, je parle pour ce qui est de la réalité. Oui. Vous verrez qu'il y a des tonnes de papiers où ils disent qu'ils ont fait des formations, les violences faites aux femmes, appui sur les organisations de la société civile. Et comment comprendre, lorsque vous dites ça, que ce sont des formations faites sur terrain, que dire des rapports qui sortent et qui fustigent l'attitude et le comportement des éléments des FARDC, qu'on arrive même à mettre sur la liste des forces
qui mettent à mal la population civile. Comment comprendre? Ce n'est pas dire une chose et son contraire à la fois, ou ce sont des mauvais élèves? Doit-on parler de mauvais élèves? C'est très intéressant de soulever ça. Je vais moi aussi paraphraser le président Tshisekedi, qui a parlé de magouille et mafia au sein de l'armée. Ça dit tout. La mission des Nations Unies est venue appuyer l'État congolais qui a des faiblesses et des défaillances, pour rester poli. Parmi ces faiblesses et ces défaillances, il y a malheureusement le comportement de ces militaires. On voit des photos qui circulent sur les réseaux sociaux. On a très mal au cœur. Un militaire qui a un sac de riz qu'il a pillé là-bas, qui a une poule, qui a une chèvre, qui a pris la moto d'un pauvre citoyen. Ça, c'est la vie quotidienne des citoyens congolais. Et la mission des Nations Unies n'y peut rien. Elle ne peut pas charger sur le militaire qui est en train de piller. Donc, c'est cette collaboration dont parle l'ambassadeur. On arrive pour vous appuyer, mais vous aussi, faites preuve de bonne volonté, travaillons ensemble, identifions les problèmes. Si besoin, quand c'est vraiment nécessaire, on ajoute les moyens. On peut ramener des formateurs, on peut ramener des militaires supplémentaires. C'est pour ça que la mission, elle est immense. Mais s'il n'y a pas cette bonne volonté du côté des politiques, si au sein de ces politiques, il y a une collision dans les intérêts, qu'est-ce que vous voulez que les Nations Unies, avec toute la bonne volonté du monde, puissent faire? Elle ne fera rien. Et donc, pour terminer, on en fera un bouc émissaire comme la MONUSCO est en train de payer au Congo. Justement, parlant de bouc émissaire et surtout de la situation sur terrain, il y a quand même plusieurs semaines, on a senti des discours des hommes politiques congolais appeler la population à se lever contre la MONUSCO. Maintenant, j'aimerais bien peut-être dans cet élément de nos frères de Africa News, voir comment est-ce que la situation a dégénéré sur place, notamment dans la partie est, dans des villes comme Goma, où on a assisté à des scènes presque indescriptibles. On va suivre cet élément et surtout, on va comprendre comment en est-on arrivé là, à ce point-là, cette goutte-là qui a fait que la vase puisse tout déverser. On va suivre cet élément, on revient tout à l'heure. Le bilan s'est alourdi en RDC. Ce mardi, 3 membres de la mission de l'ONU et au moins 12 manifestants ont été tués dans 2 villes de l'Est de la République démocratique du Congo, au 2e jour de manifestation contre la MONUSCO, accusée d'inefficacité dans la lutte contre les groupes armés. Dans l'après-midi, la situation était toujours très tendue à Butembo, un important carrefour commercial où les activités ont été paralysées. Ce qui vient de se passer ici, un casque bleu de la MONUSCO a tué une personne ici dans leur base et il en a blessé une autre. Nous ne voulons plus d'eux ici. Laissez-les rentrer chez eux. Plus de 20 ans que la MONUSCO est au Congo. Il n'y a pas de paix au Nord Kivu, pas de paix à l'Est. Comment expliquer que le M23 puisse avoir des armes plus puissantes que la MONUSCO ? Mardi matin, des centaines de manifestants avaient envahi les abords de la base logistique de la MONUSCO à Goma et attaqué le camp de transit de la mission situé hors du centre-ville. Nous ne voulons plus de la MONUSCO. Bye bye MONUSCO scandaient des affiches de cette campagne. Les forces de sécurité congolaises contenaient difficilement la foule aux abords de la base logistique. Bye bye MONUSCO, nous ne voulons plus de la MONUSCO. Voilà ce que certains manifestants scandaient dans les rues. Maintenant, la question vous est posée, ambassadeur Joseph. Tout de même, la population vit avec la MONUSCO au cours de ces 2 dernières décennies. Comment comprendre déjà ces scènes de violence? Est-ce qu'on doit parler d'une situation spontanée, d'une colère spontanée? Comment comprendre déjà la motivation de cette population?
Bon, il y a des situations que on ne peut pas accepter carrément comme étant... non, c'est arrivé comme ça. Non. Il y a toujours des raisons derrière. Avant que ces événements n'arrivent à Goma, ou à Butembo même d'ailleurs, il y a eu, comme vous le savez, des mouvements, des discours d'incitation à la haine. D'abord, donc contre certaines parties de la population congolaise. Deux, parce que nous parlons de la MONUSCO, il y a eu une autorité politique et de haut rang qui dit dans un meeting populaire, est-ce que vous voulez la MONUSCO? Parce qu'ils savaient déjà où aller. Ils ont dit non. Il parlait à cette masse-là À qui toute n'a la pas masse. de conscience. Oui. Alors cette masse-là, quand vous leur demandez, donc c'est comme si vous les incitez à répondre à votre question de façon voulue. C'est votre façon. Donc la réponse que vous attendiez, c'est oui. Et puis ils vous disent c'est exactement ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez que la MONUSCO parte? Il dit oui, oui, qu'elle parte. Et il ajoute, ceux-là qui sont d'accord du départ de la MONUSCO, levez vos mains. Ils ont levé leurs mains, ils ont crié, ils ont chanté. Ils ne s'attendaient pas quand même à quelqu'un dire non. On pose une telle question à la masse. Une question pareille que vous posez à la masse. Oui. Vous savez politiquement que la réponse doit être ce qu'elle a été. Alors, la conclusion qu'il tire, ou la conclusion que tout le monde tire, c'est d'aller sur les rues, comme nous avons vu tout à l'heure, commencer à tirer sur les portes et les équipements de la MONUSCO. Et le feu est là. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc ça, c'est le rôle politique et c'est le rôle des autorités sur place. Donc, le comportement des autorités, le contrôle du speech, le contrôle des mots, comment vous pesez les mots que vous utilisez quand vous parlez à la masse, ça ne dépend pas seulement de votre conscience, mais ça dépend aussi de votre volonté politique de pouvoir dire voilà ce que je veux. Alors, monsieur l'ambassadeur, l'autre sage a dit chaque action appelle une réaction. Yeah. La MONUSCO travaille dans un cadre juridique et les propos d'un homme politique ne sont pas des propos d'un citoyen lambda. Et ils ont des conséquences. Oui. Est-ce que doit-on s'attendre à des répercussions, à des conséquences? Qu'est-ce qui est prévu sur le plan juridique, par exemple, quand on voit de telles scènes succéder à des propos des responsables politiques? Non, la réaction devrait venir de l'intérieur. Ça, c'est plutôt une réaction interne. Que ce soit le président de la République, que ce soit le président de l'Assemblée, que ce soit le président le chef de la sécurité, etc. Mais le ministre de la Communication a condamné ces scènes. Vous n'êtes pas d'accord? Non, je ne peux pas être d'accord. Mais il a condamné. Merci, c'est gentil. Okay. Prenons les choses en perspective. Il y a une alliance entre la MONUSCO, les FARDC et les FDLR. On dit tout le bien qu'on pense de la MONUSCO. Parce que la MONUSCO apporte l'appui logistique au FDLR qu'on envoie au feu. La MONUSCO se rend compte qu'elle a dévié de sa mission. Elle devient partie belligérante. Elle fait marche arrière. Ça, c'est au niveau de l'alliance, hein, quand on parle de responsabilité juridique et politique. Si je dois interpréter vos propos pour ne pas peut-être sortir de... rester un peu dans votre raisonnement, la MONUSCO a fait... alliance? Elle a trahi l'alliance. Elle paye pour sa trahison, entre guillemets. Ça n'est pas une trahison. Il y a eu une erreur d'appréciation. Non, je dis, vu de l'autre côté, par exemple. Je vais y arriver. Il y a une erreur d'appréciation. Quand on apporte de l'assistance au FARDC,
on se rend compte qu'il y a des éléments des FDLR là-dedans. Trop tard. Et donc, la MONUSCO refait marche arrière. Il dit, j'arrête d'apporter mon appui tant que ça n'est pas clair que c'est des FRDC et les FDLR sont de leur côté. Les Nations Unies ont décrété que les FDLR étaient un groupe terroriste. Une mission des Nations Unies ne peut pas se permettre de coopérer avec ces gens-là. Ils font marche arrière. Quand ils font marche arrière, l'interprétation qu'on en fait au niveau politique pose problème. Et c'est là qu'on voit le discours changer. C'est là qu'on voit... Fallait-il... donc, la MONUSCO a été jetée en pâture? La MONUSCO est en train de payer les défaillances des FRDC, la mauvaise foi des politiques, les conflits d'intérêts qu'il y a pour pas qu'il y ait la sécurité à l'est du Congo. Et donc, tout ça mis bout à bout fait que il faut trouver un justificatif. Non, hier, le justificatif de la situation du malheur du Congolais, oui. Pas plus tard qu'hier, c'était le Rwandais, c'était oui. le rwandophone. Voilà. Aujourd'hui, c'est la MONUSCO. Voilà. Comment chercher des boucs émissaires à chaque fois? Pourquoi? Vous comprenez qu'on puisse chercher des boucs émissaires ailleurs chaque fois? Je ne peux pas le comprendre et je ne peux pas l'admettre. Il y a un sens de responsabilité qui manque. L'ambassadeur dit tout à l'heure, vous arrivez dans un pays pour collaborer avec les autorités. Je suis en train de vous expliquer depuis tout à l'heure qu'il y a beaucoup de collisions. Il y a des conflits d'intérêts à l'est de la République démocratique du Congo, où vous avez des politiques qui sont impliqués dans les groupes armés et dans l'exploitation des minéraux. Et donc, l'utilisation de la MONUSCO pour bouter dehors le M23, quand ça échoue, ils sont en difficulté. Et ils trouvent une rhétorique maintenant pour accuser la MONUSCO de tous les maux qu'il y a dans le pays. Et voyez bien, l'appel à manifestation a été fait par la jeunesse de l'UDPS Goma. L'UDPS, c'est le parti du président de la République. La manifestation a été interdite par le chef de la police. Il n'a rien fait pour déployer en prévention ces éléments et dire « je ne veux pas voir des gens manifester dans la rue ». Et donc, il y a comme ça des contradictions où vous vous dites « manifestement, on voulait cette manifestation ». Mais parce que certaines personnes, lorsqu'on regarde, peut-être la réalisation va nous permettre de regarder ces scènes des pillages, de manifestations, des jets de pierres et autres, on a l'impression que c'est des scènes qui sont presque encadrées. On dirait. Ces gens, vous les regardez sur les images, vous regardez des photos, ils sont affamés, c'est des chômeurs. C'est un désarroi social. On est en train d'exploiter leur misère. Ces gens sont des misérables et on vient les manipuler comme ça pour une fuite de responsabilités. Le premier responsable de la misère au Congo, c'est l'homme politique. Comme il ne peut pas assumer cette responsabilité, il projette ça sur, à la fois, c'est tantôt le Rwanda. Il y a peut-être un autre élément que je n'ai pas donné, qui fait qu'il y a de la nervosité et de la précipitation. Parce que le rapport des Nations Unies indique qu'on n'a pas trouvé d'éléments factuels tangibles du soutien du Rwanda au M23. Et ça défait tout le dispositif diplomatique que le Congo avait mis en place. C'est un couteau dans le dos, ça. Pour aller... Ça n'est pas un couteau dans la plaie. C'est un couteau dans le dos. Non, c'est la réalité. Mais la MONUSCO a dit ce que... Ils disent. Elle n'a pas dit ce qui voulait être entendu. Ah, mais merci. Mais justement, j'ai dit dans ce contexte, c'est un couteau dans le dos. C'est une trahison. Ils ont enquêté. Ils ont des enquêteurs qui sont entraînés, qui sont formés
pour ça. Le Congo accuse le Rwanda de soutenir le M23. La MONUSCO déploie ses enquêteurs, ne trouve aucun élément factuel. Ça veut dire qu'on lui demande quoi? On lui demande de mentir et de coller au discours officiel de Kinshasa. La MONUSCO dit non. Nous sommes une mission des Nations Unies, nous avons enquêté et nous n'avons rien trouvé. Et donc, tout le dispositif qui a été mis pour aller faire aller au Conseil de sécurité, aller à Bruxelles, aller à Paris, aller à Londres, ils n'ont plus d'arguments. De soubassement. Et ils s'en prennent maintenant à la MONUSCO. Alors, je crois que vous oui. avez oublié un point important, et pourtant c'était mentionné au début. Nous parlons d'une sous-région où vous avez plus de 120 groupes armés. Quand vous posez la question de savoir qui manifeste derrière les enclos de la MONUSCO, par exemple, même si vous prenez 5 personnes par chaque groupe, les FDLR, vous prenez 5, eux, je suis sûr qu'ils peuvent être 500 et mener tout le groupe. Mais si vous ajoutez 5 autres éléments de chaque groupe, vous avez plus de 600 manifestants ou casseurs. Oui. Casseurs. Ouais. Alors, C'est des pillards quasiment. oui, bien sûr. Donc, vous n'allez pas me dire, là je voulais dire à titre que je ne suis pas d'accord avec le mot de dire que c'est des misérables. Non, ce ne sont pas nécessairement des gens qui sont affamés, ce sont des agitateurs. Oui, je suis Qui d'accord. proviennent, Préparés pour le fait. qui sont préparés pour le faire et pour des intérêts collectifs de ces groupes. Et n'essayons pas non plus de négliger le point de dire que chaque groupe armé a son origine. Qui est derrière? Est-ce que ceux qui sont derrière sont connus? Bien sûr qu'ils sont connus. Et où ils devaient être connus. Monsieur l'ambassadeur, devant des motifs apparents ou des motifs avoués ou non avoués, tout de même, dans tout ce qu'on reproche la MONUSCO, lorsqu'on pose la question à qui la faute, l'échec de la MONUSCO, tout de même, la MONUSCO n'est pas sainte dans toute cette histoire. Parce que quand on regarde un peu en arrière, on retrouve certains éléments de la MONUSCO qu'on a retrouvés dans des business des minerais. On les a retrouvés plongés dans certaines affaires assez louches tout de même, où on pouvait même suspecter une collaboration dans les affaires avec certains groupes armés, notamment aussi le FDLR. Tout de même, est-ce que cette image aussi, même si ce sont des cas isolés, si on peut le dire, cette image que la MONUSCO aussi elle traîne aussi des casseroles derrière elle. C'est dommage, mais c'est ça l'image que ça donne. Bon, j'ai géré 2 missions, je sais ce que ça veut dire. Si vous vous laissez entraîner par cette naïveté de certaines personnalités dans le pays, vous sombrez avec eux ou avec ces autorités. Vous oubliez votre mission. Vous oubliez votre mission, ça arrive. Mais ce n'est pas une façon de dire que la MONUSCO, les collègues de la MONUSCO ont failli à leur mission. Non. Ce sont des êtres humains. Ils ont des faiblesses de travail ou bien ils ont été affaiblis par le système. Tentation. Par le système en place. C'est possible aussi. Et il y a beaucoup de choses à résoudre en même temps. Et chaque fois que vous touchez le point 1, que vous croyez être le plus fort, le plus misérable, vous avez des difficultés de résoudre le point numéro 2. À un moment donné, vous dites, mais par où est-ce que je vais commencer? Alors vous arrêtez, vous faites beaucoup de bruit, vous êtes écouté. J'aimerais une réunion avec tous les dirigeants politiques. Le président, le premier ministre, le président de l'Assemblée, etc., etc. Vous devez le faire régulièrement. Chaque fois que vous trouvez une anomalie de ce genre, vous levez la voix. Le chef d'état-major vous dites, écoutez, ça ne va pas. Vos militaires sont tentés de créer des groupes armés parce qu'ils les utilisent pour aller s'enrichir. Ça, c'est connu et c'est dit.
On ne sait pas peut-être ce qui est en train de se passer en ce moment dans les têtes, dans les responsables au niveau de New York, parce que c'est à New York que tout se décide. Devant des situations pareilles, monsieur l'ambassadeur, comment est-ce qu'on gère tout ça? Non, la gestion est toujours au Conseil de sécurité. Alors, il y a le département de maintien de la paix qui se réunit et qui propose, après la lecture de la situation telle qu'elle est, mais le Conseil de sécurité est L'autorité qui décide. c'est l'autorité suprême qui décide. Bon, récemment, ils se sont réunis, par exemple, pour renouveler le mandat. Nous savons qu'il y a 10 qui ont voté oui, qui ont voté pour, mais 5 qui se sont abstenus. Ça aussi, ça a une signification dans le système de prise de décision au niveau du Conseil de sécurité. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe maintenant? Si le Conseil de sécurité dit à la mission, étant donné la situation qu'on voyait sur le terrain, ça serait dangereux pour vous de rester autant vous préparer à plier bagages, ou bien on va faire ceci, on va faire ça. Mais tout ça, il faut qu'il y ait une discussion entre les autorités politiques et militaires du pays avec la mission, et puis on va à New York pour essayer de discuter et de voir beaucoup plus la décision finale qui va être prise par le Conseil de sécurité. Mais c'est l'autorité qui doit le faire. Peut-être aussi, on parle de l'Est de la RDC à titre, mais on parle de la sous-région également. Tout de même, la situation, l'échec ou la réussite de la MONUSCO, ça intéresse Kigali, ça intéresse le Rwanda. Il n'y a pas que le Rwanda, quand même. Il ne faut pas oublier que nous sommes engagés dans le processus de Nairobi. Il y a des discussions à Luanda. Donc, ça intéresse la région. Il y a une proposition qui est sur la table, qu'on envoie des troupes de la East African Community pour suppléer au manquement qu'il y a à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, ça intéresse Kampala, ça intéresse Kigali, ça intéresse Bujumbura, ça intéresse Nairobi, ça intéresse Brazza, ça intéresse Luanda, ça intéresse l'Union africaine, tous les pays de la ça intéresse les Nations unies. Mais on parle quand même de Kampala, Kigali, Kampala, Bujumbura, Nairobi, mais quand même qu'on parle FDLR. Tout de même, on sait bien que le Rwanda est personnellement intéressé par cette situation. Lorsqu'on parle de collaboration FRDC, FDLR, MONUSCO, quand on assiste à des scènes juste à la frontière avec le Rwanda, tout de même, le Rwanda est intéressé. Je l'ai dit tout à l'heure, si la MONUSCO a un mea culpa à faire, c'est d'avoir soit fait ça par ignorance, mais quand ils se sont rendus compte qu'il y avait des éléments de FDLR, ils se sont retirés. Donc le Rwanda est le premier intéressé par la présence des FDLR, qui sont l'incarnation de l'idéologie génocidaire. Ça, il ne faut pas s'arrêter de le répéter. La région est intéressée par ce problème d'instabilité et d'insécurité à l'est du Congo. Ça produit quand même des déplacés, ça produit des réfugiés. Les pays voisins accueillent des réfugiés chez eux. C'est un poids sur le budget de l'État, sur la composition sociologique, sur l'habitat. Donc tout le monde est intéressé. Mais, encore une fois, il faudra vraiment qu'il y ait de la bonne volonté des autorités congolaises pour qu'enfin on arrive à résoudre ce problème. Monsieur l'ambassadeur, peut-être pour terminer aussi, quel avenir aujourd'hui de la MONUSCO? Est-ce que c'est la fin, c'est le début de la fin de cette mission, parce que son mandat touche fin vers la fin de cette année 2022. On peut dire que c'est le début de la fin d'une belle histoire qui se termine quand même. Quand cette mission a été établie, je me rappelle les premières discussions qu'on avait en juillet 1999. La mission qu'elle avait en tant que MONUC,
est la même mission qu'ils ont aujourd'hui pratiquement. Il y a des éléments qui reviennent. Vous avez parlé des FDLR. Ça, c'est un élément qui ne concerne pas seulement le Rwanda. Les discussions que nous avons eues à ce moment-là et qu'on a encore aujourd'hui, c'est pour dire que les FDLR constituent une menace à la sécurité régionale. Donc, l'avenir de la mission, c'est voir dans quel angle sécuritaire on peut résoudre les problèmes de la région. Vous avez la région des Grands Lacs, vous avez les East African Community Countries, les pays de cette organisation dont le Congo fait partie. Mais on ne peut pas continuer à revenir sur les mêmes points chaque année, pendant 23 ans. Donc c'est le moment de dire, assez c'est assez. On doit résoudre ce problème et c'est possible de résoudre ce problème. Espérons que c'est possible et surtout espérons qu'il y aura de la volonté politique pour résoudre ces problèmes. Voilà, c'est la fin de notre émission Majuscule Propos. J'espère que vous aurez un peu compris les tenants et les aboutissants et surtout les implications et les responsabilités des uns des autres pour ce qui est de l'échec dont on se pose la question aujourd'hui de la MONUSCO et surtout de son travail sur le terrain. Merci beaucoup à l'ambassadeur Joseph Moutaboba. Je rappelle que vous avez été donc représentant adjoint du secrétaire général des Nations Unies dans la mission de maintien de la paix au Darfour, donc mission conjointe Nations Unies et Union africaine au Darfour, donc au Soudan. Merci également à Tite Gatabazi Rutikanga, tous les deux. Vos contributions nous ont donc donné vraiment beaucoup d'importance et surtout d'appoint à cette émission. Merci à toute l'équipe qui m'a réalisé, conduite par Gustave Nkurunziza, et surtout grand merci à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices de Majuscule Propos. J'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro Majuscule Propos.